Quand il a accroché le badge sur ma poitrine, mon fils a souri. Ce n'était pas un sourire nerveux, c'était calculé. Les lettres majuscules disaient « Mamie oubliée ». Et tous autour de la table ont ri comme s'il s'agissait d'une blague innocente du Nouvel An. Mais je savais ce que c'était. Un message. Une déclaration silencieuse que mon temps ici était révolu. Que je devais accepter mon nouveau rôle, celui d'élément décoratif, toléré par pitié, présente par obligation. Je m'appelle Agnès Delorme. J'ai 69 ans, 3 enfants élevés de mes propres mains et une maison à Chartres que j'ai portée sur mes épaules pendant des décennies, pendant que mon mari Philippe bâtissait sa carrière de notaire. J'ai passé ma vie à croire que la famille était un fondement, que le sacrifice générait de la gratitude, que le respect était la conséquence naturelle d'une vie dédiée aux autres. J'avais tort. Et il a fallu une table de Nouvel An, un badge humiliant et 12 chaises sans la mienne pour que je comprenne enfin cela. Tout a commencé 3 semaines plus tôt, quand Maël m'a appelé avec cette voix contrôlée qu'il utilise quand il veut paraître prévenant. Il m'a dit qu'Isaline, ma belle-fille, organisait le réveillon dans ma propre maison. Cette propriété en pierre, aux abords de Chartres, que Philippe et moi avions achetée en 1983, où j'ai élevé mes enfants, où j'ai enterré mon mari il y a 5 ans. Maël a expliqué qu'il serait plus pratique que je ne me préoccupe de rien, qu'Isaline s'occuperait de tout, que je devais juste venir et profiter. À l'époque, j'ai trouvé cela gentil. J'ai pensé qu'il reconnaissait enfin ma fatigue, mon âge, mon droit de me reposer. Quelle dangereuse naïveté. Dans les jours précédant le réveillon, Isaline a transformé ma maison. Elle a engagé des décorateurs, remplacé les nappes brodées que je gardais depuis des années par des tissus minimalistes importés, réorganisé la disposition des meubles du salon, comme si elle effaçait ma présence de là. Quand j'ai suggéré que nous pourrions utiliser la porcelaine de ma belle-mère, elle a souri de cette manière condescendante et dit qu'elle avait déjà commandé de la vaisselle neuve, plus moderne. Chaque décision prise sans me consulter était une couche supplémentaire d'invisibilité construite autour de moi. Je le percevais, mais je ne réagissais pas. Je croyais encore que ce serait temporaire, que le soir du réveillon, tout redeviendrait normal. Chartres était glacial cette nuit du 31 décembre. Le vent coupant venant du nord secouait les arbres nus autour de la propriété, tandis que je m'habillais dans ma chambre. J'ai choisi une robe en laine bleu marine, discrète mais élégante, le collier de perles que Philippe m'avait offert pour notre 20e anniversaire de mariage. J'ai regardé mon reflet dans le miroir et j'ai vu une femme qui portait encore de la dignité, malgré les cheveux grisonnants et les rides que le temps avait imprimés autour des yeux. Je suis descendue à 19h. Ponctuelle comme je l'ai toujours été. Le salon était rempli. Mes 3 enfants, Maël, Clémence et Bastien, étaient là avec leur famille, beaux-frères, petits-enfants, même ma sœur Gisèle qui habite à Orléans. Tous vêtus de tenues impeccables, des coupes de champagne à la main, conversant avec animation. Personne n'a remarqué mon arrivée. J'ai marché jusqu'à la salle à manger et c'est là que j'ai vu. La table était dressée avec une perfection millimétrée. 12 couverts, 12 chaises, chacune occupée par un carton avec un nom écrit à la main en calligraphie fleurie. Maël, Isaline, Clémence, son mari Julien, Bastien et sa fiancée Océane, Gisèle, les 4 petits-enfants. Tous avaient un endroit défini, une chaise qui les attendait, un espace qui affirmait leur importance dans cette célébration. Sauf moi. Ma chaise, celle à haut dossier en bois de cerisier que j'avais occupée pendant 43 ans de réveillons familiaux, n'était tout simplement pas là. Dans le coin de la pièce, appuyé contre le mur comme un objet oublié, il y avait un petit tabouret bas en bois, disproportionné, ridicule. Le genre de siège qu'on offre à un enfant ou à quelqu'un qui est de trop. J'ai senti mon sang se glacer dans mes veines. Ce n'était pas un oubli. C'était intentionnel. Isaline avait organisé cette table en sachant exactement ce qu'elle faisait, m'excluant sans avoir besoin de prononcer un mot, transformant mon absence en mobilier. J'ai respiré profondément et décidé de ne pas réagir immédiatement. Je devais comprendre jusqu'où ils iraient. Je devais voir si quelqu'un, mon fils, mes filles, n'importe qui dans cette pièce, percevrait la violence silencieuse commise contre moi. Alors je suis entrée dans la salle la tête haute. Bastien a été le premier à me voir
et m'a fait un signe distrait, retournant immédiatement à sa conversation avec Océane. Clémence m'a salué d'un baiser rapide sur la joue, sans me regarder dans les yeux, et est retournée auprès de ses enfants qui jouaient sur le canapé. Maël était à côté d'Isaline près de la cheminée, et quand nos regards se sont croisés, il a détourné les yeux. Ce n'était pas de la gêne, c'était un choix délibéré. Isaline, au contraire, m'a regardé directement. Elle a souri, un sourire poli, vide, chargé de quelque chose que je ne pouvais pas encore nommer complètement, mais que je reconnaissais comme un danger. C'est Gisèle qui a apporté le badge. Ma propre sœur, riant comme si elle participait à une blague hilarante, a accroché cette étiquette ridicule sur ma poitrine tout en annonçant à voix haute à toute la salle que j'étais la mamie oubliée de la soirée. Tout le monde a ri, même les petits-enfants. Je suis restée là, debout, sentant le poids de ce morceau de papier comme s'il était du plomb. Ce n'était pas une blague. C'était une déclaration publique. Isaline marquait son territoire, établissait une hiérarchie. Et ma famille, le sang de mon sang, les personnes que j'avais portées dans mon ventre, que j'avais nourries, que j'avais protégées, validaient cela par des éclats de rire. À ce moment-là, quelque chose s'est fissuré en moi. Ce n'était pas de la colère immédiate, c'était de la clarté, la compréhension soudaine et brutale que j'avais été soigneusement poussée hors de ma propre vie. Que mes enfants n'étaient là pas mal à l'aise avec mon humiliation, ils en étaient complices. Que pendant des années, j'avais confondu silence avec harmonie, tolérance avec amour, présence avec importance. Philippe disait toujours que j'étais la colonne vertébrale de la famille. Mais les colonnes vertébrales sont invisibles jusqu'à ce qu'elles se brisent. Et la mienne était fracturée publiquement, morceau par morceau, à cette table de Nouvel An. Je me suis assise sur le tabouret. Basse, déplacée, ridicule. J'ai senti mes genoux protester contre la hauteur inadéquate. La table était devant moi, mais j'étais en dessous d'elle, littéralement diminuée, comme une présence tolérée mais non désirée. La conversation coulait autour de moi. Isaline commandait les sujets avec une aisance répétée, discutant de voyages, d'investissements, de rénovation. Maëlle acquiesçait à tout ce qu'elle disait, ses yeux brillants d'admiration pour l'épouse qui avait transformé la maison de sa propre mère en scène pour sa performance d'hôtesse parfaite. Clémence et Bastien participaient avec animation, comme si rien d'anormal ne se passait. Comme s'il était absolument normal que la matriarche de la famille soit assise sur un tabouret pendant que tous occupèrent des chaises dignes. Personne ne m'adressait la parole directement. Quand quelqu'un devait passer quelque chose, on parlait par-dessus moi. Quand on racontait des histoires, on choisissait des souvenirs dans lesquels je n'apparaissais pas. J'ai été effacée sans être retirée, présente comme une ombre, tolérée comme une courtoisie vide. Et le plus douloureux n'était pas l'exclusion en soi, c'était la coordination. Tout cela n'était pas spontané, c'était planifié, répété. Tous connaissaient leur rôle. Tous avaient silencieusement accepté que ma place dans cette famille avait changé, que je n'étais plus essentielle, seulement obligatoire. Quand ils ont servi l'entrée, un foie gras qu'Isaline avait commandé chez quelques fournisseurs chics de Paris, j'ai remarqué que mon assiette était plus petite que les autres. Détail subtil, presque imperceptible. Mais je l'ai perçu. Tout comme j'ai perçu que mes couverts appartenaient à un service différent. Que mon verre était le seul sans gravure. Que chaque élément de cette table avait été soigneusement choisi pour me rappeler que je n'appartenais plus à cet endroit. Que j'étais là par concession, non par droit. C'est alors que j'ai regardé Maël, mon fils, le premier que j'ai tenu dans mes bras, le garçon que j'ai consolé pendant ses cauchemars, que j'ai encouragé dans ses études, que j'ai soutenu quand il a décidé de quitter le barreau pour ouvrir son propre cabinet de conseil financier. Il observait tout en silence, pas avec malaise, avec approbation. Ses yeux ont rencontré les miens pendant une seconde et dans ce bref instant, j'ai lu tout ce que je devais savoir. Il savait, il avait participé, peut-être même suggéré. Maël n'était pas omis, il était stratégique. Et cette révélation a fait plus mal que n'importe quel badge ou tabouret n'aurait jamais pu. Parce que j'avais construit toute ma vie en croyant que mes sacrifices générèrent de la loyauté. Que renoncer à mes rêves pour soutenir les leurs créait une gratitude éternelle.
qu'être une bonne mère signifiait être rappelée, valorisée, protégée. Mais voici la vérité nue. Le sacrifice sans limite ne génère pas de respect, il génère des attentes. Et quand on arrête de se sacrifier, on ne reçoit pas de compréhension. On reçoit un remplacement. Isaline s'est levée pour chercher le plat principal dans la cuisine et pendant un instant, la table est restée silencieuse. J'en ai profité. J'ai retiré le badge de ma poitrine lentement, le pliant avec soin avant de le poser sur la table, bien au centre où tous pouvaient le voir. Le geste était discret, mais intentionnel. Je n'ai rien dit. J'ai simplement regardé chacun des présents, un par un, jusqu'à ce que le malaise commence à s'installer. Gisèle a détourné le regard. Bastien a toussé. Clémence a feint un intérêt soudain pour son téléphone. Maëlle est restée impassible, mais sa mâchoire était tendue. Quand Isaline est revenue avec le plateau de dinde rôtie, elle a vu le badge sur la table et s'est arrêtée. Pendant une fraction de seconde, quelque chose a traversé son visage. De la surprise, peut-être de l'irritation. Mais elle s'est vite ressaisie. Souriant de cette manière contrôlée, tout en servant les portions comme si rien ne s'était passé. Sauf que quelque chose avait changé. J'avais refusé le rôle qu'ils avaient tenté de m'imposer. Pas avec des cris ou du scandale. Juste avec un geste silencieux qui disait « Je sais exactement ce que vous faites. » Et à cette table de Nouvel An, entourée de personnes qui auraient dû m'aimer mais qui avaient choisi de me diminuer, j'ai pris une décision. Je ne partirai pas honteuse. Je n'accepterai pas ce tabouret comme ma nouvelle place. Parce que pendant des décennies, pendant que tous se disputaient attention et héritage, j'avais fait quelque chose que personne ne percevait. J'observais, j'enregistrais, je gardais. Et maintenant, pour la première fois de ma vie, j'étais prête à utiliser tout ce que j'avais appris sur les silences, les secrets et le prix réel du manque de respect. Ils pensaient savoir qui j'étais. Ils étaient sur le point de découvrir qui j'avais toujours été. Si vous écoutez cette histoire, et que vous reconnaissez quelque chose d'elle dans votre propre vie, si vous avez déjà senti que votre place vous a été retirée, que votre voix a été réduite au silence, que votre importance a été oubliée, laissez un commentaire en me disant d'où vous regardez. Parfois, savoir que nous ne sommes pas seuls dans cette douleur est déjà un début de guérison. Et si cette histoire touche votre cœur, mettez un like pour qu'elle atteigne d'autres femmes qui ont besoin d'entendre que la dignité ne se négocie pas. Peu importe l'âge, peu importe combien d'années vous avez consacrées aux autres, vous avez toujours le droit d'exiger le respect. Le réveillon a continué. Les conversations coulaient sur des sujets superficiels. Les vacances de ski que Maëlle et Isaline prévoyaient à Courchevel, la promotion de Bastien, les prix scolaires des petits-enfants. Je restais assise sur ce tabouret, mais quelque chose avait changé en moi. L'humiliation que j'avais ressentie initialement se transformait en quelque chose de différent, plus froid, plus calculé. J'ai observé Isaline commander cette table, avec l'aisance de quelqu'un qui se croit victorieuse, sans percevoir que chaque mot, chaque geste, chaque regard était archivé dans ma mémoire avec une précision chirurgicale. Quand l'horloge a sonné minuit, tous se sont levés pour le toast. Du champagne a été servi dans des coupes en cristal, sauf la mienne, qui était en verre ordinaire. Maëlle a fait un discours émouvant sur la famille, l'union et les nouveaux départs, sans une seule mention de moi. Isaline souriait à ses côtés, sa main posée possessivement sur le bras de mon fils. Les petits-enfants couraient dans la pièce avec des cierges magiques, illuminant la nuit d'étincelles dorées. Tout semblait parfait, une célébration impeccable. Sauf que sous cette surface polie, quelque chose de bien plus complexe se passait. Parce que personne dans cette pièce ne savait que 6 mois plus tôt, j'avais pris une décision. Une décision silencieuse, enregistrée chez le notaire, attestée par un avocat qui n'avait aucun lien avec ma famille. Une décision qui changerait complètement l'équilibre de pouvoir que tous ici croyaient contrôler. Philippe me disait toujours que j'étais trop émotive, que j'agissais avec le cœur au lieu de la tête. Mais il avait tort. Je choisissais simplement quand utiliser chacun. Et maintenant, pour la première fois, la tête était aux commandes. À 2 heures du matin, quand les invités ont commencé à partir, Isaline m'a trouvée dans la cuisine en train de laver des coupes.
Elle est entrée avec cette démarche confiante, s'est appuyée contre le plan de travail en marbre et a dit d'une voix douce, presque maternelle, que je n'avais pas à me soucier du nettoyage, qu'elle avait engagé une équipe pour venir le lendemain, que je devais me reposer. Je l'ai regardée, vraiment regardée, peut-être pour la première fois avec une totale clarté. Et j'ai vu ce qui se cachait derrière ses yeux clairs et cette peau impeccable. L'ambition. Pas l'ambition saine de quelqu'un qui construit, mais la destructrice de quelqu'un qui remplace. Isaline ne voulait pas seulement la maison. Elle voulait ma vie, mon rôle, ma pertinence. J'ai souri, un sourire calme, presque doux. J'ai remercié pour l'attention et dit que je préférais terminer cela seule. Elle a hésité, comme si elle attendait une confrontation ou une soumission totale. Quand elle n'a reçu ni l'une ni l'autre, elle est sortie de la cuisine légèrement déconcertée. Et c'est à ce moment-là, les mains dans l'eau froide et savonneuse, que j'ai finalement compris l'ampleur de l'erreur que tous avaient commise. Ils avaient confondu mon silence avec de la faiblesse, ma patience avec de la résignation, ma gentillesse avec de la naïveté. Ils étaient sur le point de découvrir que la femme qui avait élevé 3 enfants seule pendant que son mari voyageait pour le travail, qui avait maintenu une maison fonctionnelle pendant les crises financières, qui avait survécu aux pertes et aux déceptions sans jamais s'effondrer publiquement, était bien plus dangereuse, silencieuse qu'ils ne pouvaient l'imaginer. Parce que je n'allais pas crier, je n'allais pas faire de scandale. J'allais faire quelque chose de bien plus efficace. J'allais leur montrer que le respect ne se demande pas. Il s'impose, même si le prix est de tout changer. Et ils n'avaient encore aucune idée de ce qui était sur le point de se passer. Les 3 semaines qui suivirent le réveillon furent étrangement silencieuses. Maëlle ne téléphona pas. Clémence non plus. Bastien envoya un message bref le 2 janvier pour me remercier pour la soirée, comme si j'avais eu quoi que ce soit à voir avec son organisation. Isaline, elle, m'envoya des photos de la décoration, accompagnées d'un commentaire sur l'élégance de la réception. Aucune mention du badge, aucune excuse pour le tabouret. Comme si effacer quelqu'un pouvait se faire sans conséquence, tant qu'on le faisait avec suffisamment de raffinement. Je passais mes journées dans la maison vide, marchant d'une pièce à l'autre comme une étrangère dans sa propre demeure. Les meubles qu'Isaline avait déplacés n'avaient pas retrouvé leur place d'origine. Les nappes brodées restaient rangées au fond du placard, remplacées par ces tissus minimalistes qu'elle avait imposés. Même l'odeur avait changé. Ce parfum d'ambiance sophistiqué qu'elle avait installé partout avait recouvert les senteurs familières de lavande et de cire d'abeille que j'entretenais depuis des décennies. Ma maison m'avait été retirée sans qu'on me la prenne physiquement. On l'avait transformée en territoire étranger pendant que je regardais ailleurs. Mais contrairement à ce qu'ils croyaient, je n'étais pas passive. Le 8 janvier, je pris rendez-vous avec maître Renaud Cortot, mon notaire depuis 15 ans. Pas le notaire de la famille, le mien. Celui que Philippe ne connaissait pas, que Maëlle n'avait jamais rencontré, celui que j'avais choisi précisément parce qu'il n'avait aucun lien avec les affaires professionnelles de mon défunt mari. Renaud me reçut dans son étude près de la cathédrale de Chartres, un bureau élégant aux boiseries sombres et aux fauteuils en cuir patinés par le temps. Il me servit un thé Earl Grey dans une tasse en porcelaine et attendit que je parle. Je lui racontai le réveillon, pas avec émotion, avec précision. Le badge, le tabouret, les regards détournés, le silence complice de mes enfants. Les gestes calculés d'Isaline. Renaud écouta sans m'interrompre, ses doigts joints devant lui, son visage neutre mais attentif. Quand je terminai, il hocha lentement la tête et dit simplement qu'il comprenait. Puis il sortit un dossier de son tiroir, un dossier épais, à couverture beige, avec mon nom inscrit dessus. À l'intérieur se trouvaient des documents que j'avais signés 6 mois plus tôt, juste après avoir ressenti les premiers signes de ce que je refusais encore d'appeler exclusion. Philippe était mort en laissant un testament clair mais prévisible. La maison de Chartres me revenait en usufruit viager, et la nue propriété serait partagée entre nos 3 enfants à mon décès. Ses investissements, ses comptes, tout avait été divisé équitablement. Sauf qu'il y avait quelque chose que personne ne savait. Quelque chose que même Philippe ignorait de son vivant. Pendant 23 ans, entre 1987 et 2010, j'avais travaillé discrètement comme traductrice pour une maison d'édition spécialisée en littérature scandinave.
C'était un travail à distance, mal payé au début, mais qui m'avait permis de mettre de côté une somme considérable au fil des années. Philippe pensait que cet argent servait aux dépenses courantes. Il ne savait pas que je l'investissais, que je le faisais fructifier, que je construisais une sécurité silencieuse. Aujourd'hui, ce capital représentait 340 000 €. Placé judicieusement, protégé par des structures légales que Renaud avait mis en place pour moi, cet argent était entièrement le mien. Philippe n'y avait jamais touché. Mes enfants ne savaient même pas qu'il existait. Et surtout, il n'était soumis à aucune des règles successorales qui régissaient la maison et les biens de mon mari. Je pouvais en disposer exactement comme je le souhaitais, sans consultation, sans partage obligé, sans avoir à justifier mes choix à qui que ce soit. Renaud me montra les documents que j'avais signés en juillet. Une modification testamentaire, une clause spécifique concernant la maison, une disposition qui changeait radicalement la donne. Philippe m'avait légué l'usufruit, certes, mais j'avais découvert, grâce à Renaud, qu'en tant qu'usufruitière, j'avais des droits beaucoup plus étendus que ce que mes enfants imaginaient. Je pouvais notamment vendre mon usufruit, le céder, le transformer, et c'est exactement ce que j'avais préparé, sans que personne ne s'en doute. Pas par vengeance, par lucidité. Parce que j'avais compris, bien avant cette soirée de réveillon, que mes enfants ne voyaient plus en moi une mère, mais un obstacle temporaire entre eux et leur héritage. Renaud referma le dossier et me regarda avec cette expression qu'ont les notaires quand ils s'apprêtent à poser une question délicate. Il me demanda si j'étais certaine de vouloir aller jusqu'au bout, si je mesurais les conséquences, si je comprenais que cette décision créerait une rupture probablement irréversible avec mes enfants. Je bus une gorgée de thé, posai délicatement la tasse sur sa soucoupe et répondis que j'en étais absolument certaine. Parce que le respect ne se mendie pas, il se gagne. Et quand il est perdu, il se réclame. Même si cela implique de tout changer. Le 15 janvier, Maël m'appela, pas pour prendre de mes nouvelles, pour m'informer qu'Isaline et lui souhaitaient organiser une réunion familiale importante. Il utilisa ce ton professionnel qu'il réserve habituellement à ses clients, cette voix contrôlée qui transforme les émotions en transactions. Il dit que nous devions discuter de l'avenir de la maison, que des décisions devaient être prises concernant son entretien, son usage, sa gestion. Que Clémence et Bastien seraient chauds présents également. Que ce serait bien que nous en parlions tous ensemble, en adultes responsables, pour éviter des conflits futurs. Je demandai de quoi il parlait exactement. Il hésita. Puis, avec cette prudence calculée qu'il maîtrise si bien, il expliqua qu'Isaline avait des idées pour valoriser la propriété, des rénovations nécessaires, une redistribution des espaces qui rendrait la maison plus fonctionnelle pour les réunions familiales. Il mentionna aussi, presque en passant, que certains de ces projets nécessiteraient mon accord en tant qu'usufruitière, mais que naturellement, nous trouverions un arrangement qui conviendrait à tout le monde. Naturellement. Je souris en tenant le téléphone, un sourire qu'il ne pouvait pas voir, mais que j'aurais aimé qu'il devine. Je lui dis que c'était une excellente idée, qu'il fallait effectivement qu'on parle sérieusement de la maison et de son avenir, que j'avais moi aussi des choses importantes à partager concernant mes plans. Maël parut soulagé. Il fixa la réunion pour le samedi 25 janvier à 14 h, chez lui et Isaline, dans leur appartement du centre-ville de Chartres. Un terrain neutre, pensa-t-il sans doute. Un espace où il contrôlerait l'environnement, le tempo, le résultat. Sauf qu'il ne contrôlait rien du tout. Les 10 jours qui précédèrent cette réunion, je les passais à préparer méticuleusement chaque détail. Pas comme on prépare une bataille, comme on construit une révélation. Je relus tous les documents de Renaud. Je vérifiais chaque clause, chaque terme, chaque implication légale. Je m'assurais que tout était inattaquable, étanche, définitif. Puis je fis quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Je contactai quelqu'un que personne dans ma famille ne connaissait. Quelqu'un dont l'existence même allait bouleverser tous leurs calculs. Théo Marchand, 32 ans. Journaliste d'investigation spécialisé en urbanisme et patrimoine. Je l'avais rencontré 3 ans plus tôt, lors d'une conférence sur la préservation des maisons anciennes en région Centre-Val de Loire. Nous avions gardé contact sporadiquement. Il m'envoyait parfois des articles. Je lui donnais mon avis sur certaines questions historiques concernant les propriétés familiales.
Une relation cordiale, intellectuelle, totalement innocente. Mais Théo avait quelque chose que mes enfants ne possédaient pas. Une intégrité absolue et aucun intérêt financier dans ma vie. Je lui téléphonai le 20 janvier et lui demandai s'il accepterait de m'accompagner à une réunion familiale importante. Pas comme journaliste, comme témoin. Il accepta sans poser de questions. Le samedi 25 janvier arriva avec un ciel gris, typique des hivers chartrains. Un froid sec qui pénétrait les os et transformait chaque respiration en petits nuages de vapeur. Je m'habillai avec soin, tailleur gris anthracite, chemisier blanc, le collier de perles, des bottines à talons bas mais élégantes. Je voulais avoir l'air de ce que j'étais vraiment, une femme qui a construit, protégé, et maintenant reprend ce qui lui appartient. Théo vint me chercher à 13h30, grand, mince, avec ses lunettes rondes qui lui donnaient un air sérieux malgré son jeune âge. Il portait un manteau en laine sombre et un sac en cuir contenant son ordinateur portable. Dans la voiture, il me demanda si j'étais certaine de vouloir faire ça. Je lui répondis exactement ce que j'avais dit à Renaud. Absolument certaine. L'appartement de Maëlle et Isaline se trouvait dans un immeuble haussmannien rénové près de la place des Éparts. 3e étage, haut plafond, parquet en chêne, moulure restaurée. Isaline nous ouvrit la porte avec un sourire qui se figea instantanément quand elle vit Théo à mes côtés. Elle demanda qui il était. Je répondis simplement qu'il était mon conseiller et qu'il assisterait à la réunion. Maëlle apparut derrière elle, fronçant les sourcils, visiblement contrariée par cette présence imprévue. Clémence et Bastien étaient déjà installés dans le salon, assis sur le grand canapé en velours beige. Ils nous regardèrent entrer avec cette expression mêlée de surprise et d'agacement qu'on réserve aux imprévus désagréables. Isaline proposa du café. Je déclinai poliment. Théo aussi. Nous nous assîmes, moi dans le fauteuil près de la fenêtre, Théo légèrement en retrait avec son ordinateur ouvert sur ses genoux. Le silence était épais, chargé de questions non formulées et de tensions à peine contenues. Maëlle finit par prendre la parole, utilisant ce ton faussement décontracté qu'il maîtrise si bien. Il dit que l'objectif de cette réunion était de discuter ensemble de l'avenir de la maison familiale, qu'Isaline et lui avaient réfléchi à des améliorations substantielles, qu'il serait peut-être temps de moderniser certaines installations, de réorganiser l'espace, d'optimiser l'usage de cette grande propriété. Il utilisa le mot « valorisation » à plusieurs reprises, comme si ma maison était un actif financier à faire fructifier plutôt qu'un lieu chargé de mémoire et de vie. Isaline prit le relais. Elle avait préparé des plans. Littéralement. Elle sortit son iPad et commença à montrer des rendus 3D de ce qu'elle appelait le projet de rénovation de l'Orme. Redistribution complète du rez-de-chaussée, transformation de ma chambre principale, ensuite parentale pour eux. Aménagement d'un petit studio indépendant à l'arrière de la propriété où je pourrais, selon ses mots, conserver mon intimité tout en restant proche de la famille. Elle présenta cela comme une solution gagnant-gagnant. Eux auraient l'espace dont ils avaient besoin pour accueillir leur future famille. Elle était enceinte de 3 mois, détail qu'elle révéla avec un sourire radieux. Et moi, j'aurais un endroit confortable, facile à entretenir, adapté à mon âge. Adapté à mon âge. Clémence intervint pour dire que c'était effectivement une excellente idée, que la maison était trop grande pour moi seule, que ses travaux lui redonneraient vie. Bastien acquiesça mollement, évitant mon regard. Maëlle attendait ma réaction avec cette expression neutre qu'il adopte quand il croit déjà connaître le résultat d'une négociation. Ils avaient tout planifié, chaque argument, chaque justification, chaque pression déguisée en sollicitude. Ils pensèrent que j'allais céder, que face à leur front uni, à leur projet sophistiqué, à la grossesse d'Isaline brandie comme argument émotionnel, je baisserais la tête et accepterais mon nouveau rôle de vieille dame reléguée dans un studio au fond du jardin. Je les laissai terminer. Puis je sortis de mon sac le dossier que Renaud m'avait préparé. Un dossier identique à celui de son étude, mais avec quelques documents supplémentaires. Je le posai calmement sur la table basse en verre qui nous séparait et dis 6 mots qui changèrent immédiatement l'atmosphère de la pièce. « La maison n'est plus en discussion ?» Maëlle fronça les sourcils.
Isaline rit, un petit rire nerveux, incrédule. Clémence demanda ce que je voulais dire. Je pris mon temps, respirai profondément et expliquai avec une clarté chirurgicale que 3 jours plus tôt, j'avais finalisé la vente de mon usufruit viagé à un tiers, que la maison de Chartres n'était donc plus ma résidence principale, ni un bien sur lequel ma famille avait le moindre droit de regard ou d'usage tant que je serais en vie, que le bénéficiaire de cet usufruit était une fondation culturelle spécialisée dans la préservation du patrimoine architectural régional, et que cette fondation avait des projets très précis pour la propriété, qui n'incluaient absolument aucune rénovation selon leurs critères esthétiques personnels. Le silence qui suivit fut absolu. Isaline me regardait comme si je venais de parler dans une langue étrangère. Maëlle était devenue très pâle. Clémence secoua la tête, incrédule, et demanda si c'était une blague. Bastien murmura un « merde » étouffé. Je continuais, imperturbable. J'expliquais que légalement, en tant qu'usufruitière, j'avais parfaitement le droit de vendre ou de céder mon usufruit. Que mes enfants conservaient la nue propriété, certes, mais qu'ils ne pourraient en jouir qu'à mon décès. Et que d'ici là, ils n'avaient strictement aucun mot à dire sur ce que je faisais de ce droit. Maëlle explosa. Pour la première fois depuis des années, je le vis perdre ce contrôle qu'il cultive si précieusement. Il dit que c'était insensé, que je ne pouvais pas faire ça, que cette maison était notre patrimoine familial, qu'il fallait qu'on en discute, qu'on trouve une solution raisonnable. Isaline, elle, était passée de la stupéfaction à une colère froide. Elle demanda combien la fondation m'avait payé, quel notaire avait validé cette aberration, si j'avais conscience que je venais de détruire l'héritage de mes propres petits-enfants. Son ventre légèrement arrondi servait maintenant d'argument moral, comme si porter un bébé lui donnait automatiquement raison sur tout. Je sortis alors le second document, un relevé bancaire, celui du compte que j'avais ouvert à mon nom il y a plus de 20 ans, 340 000 €. Je le fis glisser sur la table et expliquai calmement que cet argent, mon argent, gagné par mon travail, investi par mes soins, serait désormais utilisé selon mes propres priorités. Pas pour financer leur rénovation, pas pour leur faciliter la vie, pour construire quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Une résidence pour femmes âgées en difficulté. Un lieu d'accueil pour celles qui, comme moi, avaient été écartées, diminuées, invisibilisées par leur propre famille. Ce projet portait déjà un nom. Maison Agnès. Et Théo Marchand, qui observait silencieusement depuis le début, serait chargé de documenter sa création et son fonctionnement. Clémence éclata en sanglots. Bastien quitta la pièce sans un mot. Maëlle resta figée, ses mains tremblant légèrement. Isaline me regardait avec une haine pure, non déguisée, libérée de toute fausse courtoisie. Elle demanda comment je pouvais faire ça à ma propre famille. Comment je pouvais être aussi cruelle, aussi égoïste, aussi ingrate envers ceux qui m'avaient toujours soutenue. Soutenue. Le mot résonna dans la pièce comme une insulte. Je me levai. Théo rangea son ordinateur et se leva également. Je regardai Isaline droit dans les yeux et dis doucement mais distinctement que personne ne m'avait soutenue le soir du réveillon. Que personne n'avait protesté quand elle avait pendu ce badge ridicule à mon cou. Que personne n'avait remarqué, ou plutôt tout le monde avait remarqué mais choisi d'ignorer, que je n'avais pas de vraie place à cette table, que le respect n'était pas un dû, qu'il se construisait, qu'il se prouvait, et que tous venèrent de prouver qu'ils ne me respectaient pas, qu'ils me toléraient, qu'ils attendaient juste que je disparaisse gentiment pour pouvoir se partager ce qu'ils considéraient déjà comme leur. Maëlle essaya une dernière approche. Plus calme, plus calculée, il dit qu'on pouvait encore arranger les choses, qu'il comprenait ma blessure, que peut-être il n'avait pas été assez attentif, qu'on pouvait annuler tout ça et repartir sur de meilleures bases. Je souris tristement et secouai la tête. Certaines choses, une fois comprises, ne peuvent pas être oubliées. Certaines humiliations, une fois vécues, ne peuvent pas être effacées par des excuses tardives et stratégiques. J'avais passé ma vie à être celle qui pardonnait, qui comprenait, qui faisait passer les autres avant elle. Cette époque était terminée. En sortant de l'appartement, Théo me demanda comment je me sentais. Je répondis honnêtement, libérée.
Pour la première fois depuis des décennies, j'avais pris une décision qui ne servait que moi, qui ne sacrifiait pas mes besoins pour ceux des autres, qui n'attendait pas l'approbation ou la validation de quiconque. Et même si cela signifiait perdre ma famille, ou plutôt accepter que je l'avais déjà perdue, c'était un prix que j'étais prête à payer. Parce qu'au fond, j'avais appris quelque chose de fondamental cette nuit de réveillon. On ne peut pas perdre ce qu'on n'a jamais vraiment eu. Les semaines qui suivirent la réunion furent étrangement silencieuses. Aucun appel, aucun message. Mes 3 enfants avaient choisi la rupture froide plutôt que le dialogue. Gisèle, ma sœur, m'appela une fois pour me dire, la voix tremblante, que j'avais détruit la famille, qu'elle ne comprenait pas comment j'avais pu faire quelque chose d'aussi radical. Je lui demandais si elle se souvenait du badge, du tabouret, du silence complice. Elle se tut, puis raccrocha. Nous ne nous sommes pas reparlés depuis. Février arriva avec ses pluies glacées et ses journées courtes. Je quittais définitivement la maison de Chartres le 14 par une matinée brumeuse où le brouillard recouvrait les champs environnants comme un linceul. La fondation culturelle qui avait acquis mon usufruit avait déjà commencé les démarches pour transformer la propriété en centre de documentation sur l'architecture domestique du XIXe siècle. Mes affaires personnelles, les quelques meubles que je souhaitais garder, les photos, les livres, les objets qui portaient vraiment du sens, remplissaient à peine un camion de déménagement moyen. 43 ans de vie condensés en quelques cartons. C'était à la fois déchirant et libérateur. Je m'installais temporairement dans un petit appartement loué près de la gare de Chartres. 2 pièces au 5e étage sans ascenseur, avec vue sur les toits et les flèches de la cathédrale. L'espace était modeste mais lumineux, empli d'une tranquillité que je n'avais jamais connue dans la grande maison familiale. Pour la première fois depuis mon mariage, je vivais seule. Vraiment seule. Pas dans l'attente que quelqu'un rentre. Pas en fonction des besoins ou des horaires de qui que ce soit d'autre. Cette solitude aurait pu être pesante. Elle fut révélatrice. Je découvris que j'aimais prendre mon café à 10 heures du matin sans avoir à justifier pourquoi. Que je pouvais lire jusqu'à 3 heures du matin si j'en avais envie. Que personne ne viendrait réorganiser mes placards ni critiquer mes choix décoratifs. Cette liberté nouvellement acquise avait un goût étrange, légèrement amer, mais profondément honnête. Théo devint une présence régulière dans ma nouvelle vie. Pas intrusive, simplement présente. Il passait 2 ou 3 fois par semaine, parfois avec des croissants pour le petit déjeuner, d'autres fois avec des questions sur le projet Maison Agnès qui avançait doucement mais sûrement. Nous discutions pendant des heures. De littérature, de politique, de l'état du monde, de choses que je n'avais jamais eu le temps d'explorer vraiment quand ma vie tournait entièrement autour des besoins des autres. Théo me traitait comme une égale intellectuelle, pas comme une vieille dame aménagée. Cette différence était subtile, mais essentielle. Avec lui, je n'étais pas la mère de, la veuve de, la grand-mère de. J'étais Agnès, simplement Agnès. Un soir de mars, alors que nous partagions un dîner simple dans mon petit appartement, une soupe de légumes que j'avais préparée et du pain de campagne, Théo me posa une question directe. Pourquoi j'avais vraiment fait tout ça? Pas la version officielle que j'avais donnée à mes enfants. La vraie raison. Je posai ma cuillère et réfléchis longuement avant de répondre. Puis je lui racontai quelque chose que je n'avais jamais dit à personne. Une conversation que j'avais eue avec Philippe 3 mois avant sa mort. Nous étions dans le jardin par une belle soirée de juin. Il était fatigué. Le cancer le rongeait déjà, même s'il refusait de l'admettre. Mais il avait insisté pour sortir, respirer l'air frais. Il m'avait pris la main et dit quelque chose qui m'avait glacé. « Tu sais, Agnès, je m'inquiète pour toi. Les enfants sont tellement pris par leur vie. Je ne suis pas sûre qu'ils réaliseront combien tu as été importante. » Sur le moment, j'avais balayé ces inquiétudes. J'avais dit que tout irait bien, que les enfants m'aimaient, que la famille était solide. Philippe avait souri tristement et secoué la tête. Il avait vu quelque chose que je refusais d'accepter. Quelque chose qu'il n'avait pas eu le temps de formuler complètement avant de mourir. Mais ce soir de réveillon, quand j'étais assise sur ce tabouret ridicule, avec ce badge humiliant, les mots de Philippe étaient revenus avec une clarté brutale. Il avait essayé de me prévenir, de me préparer à ce que je m'obstinais à ne pas voir.
et j'avais ignoré son avertissement parce que j'avais trop peur d'affronter la vérité. Théo écouta en silence. Puis il dit quelque chose qui me surprit. « Vous savez ce que je trouve le plus impressionnant dans tout ça? Ce n'est pas que vous ayez réagi, c'est que vous ayez construit une réponse qui va au-delà de votre propre situation. Maison Agnès ne sera pas seulement votre vengeance. Ce sera votre héritage réel. » Ces mots me touchèrent profondément, parce qu'il avait raison. La vente de l'usufruit, l'utilisation de mon capital personnel, tout cela n'était pas uniquement une réaction à l'humiliation subie. C'était une déclaration d'intention, une façon de dire que même à 69 ans, même après avoir été écarté par ceux qu'on aime, on peut encore construire quelque chose de significatif. On peut encore choisir à quoi on consacre son temps, son énergie, ses ressources. On peut encore décider qui on veut être, indépendamment de ce que les autres attendent de nous. En avril, les premiers travaux de Maison Agnès commencèrent. J'avais trouvé un bâtiment approprié dans un quartier tranquille de Chartres. Une ancienne école primaire désaffectée qui avait gardé son charme architectural tout en nécessitant des rénovations complètes. L'achat avait épuisé une partie substantielle de mon capital, mais ce qui restait suffirait amplement à lancer le projet et à le faire fonctionner pendant les premières années. Théo documenta chaque étape, les réunions avec les architectes, les discussions avec les services sociaux, les rencontres avec d'autres femmes qui avaient vécu des situations similaires et qui voulaient s'impliquer. Petit à petit, ce qui n'était qu'une idée abstraite prenait forme concrète. C'est pendant cette période que je reçus une visite inattendue. Un jeudi après-midi, alors que je rentrais d'une réunion avec l'équipe architecturale, je trouvais quelqu'un qui attendait devant mon immeuble. Bastien, mon plus jeune fils. Il était là, adossé au mur, les mains dans les poches de son manteau, l'air mal à l'aise. Quand il me vit, il se redressa et essaya un sourire qui ne prit pas vraiment. Je m'arrêtai à quelques mètres de lui, attendant qu'il parle. Il le fit, la voix légèrement tremblante. Il dit qu'il était désolé, que ça lui avait pris du temps, mais qu'il réalisait maintenant ce qui s'était passé ce soir de réveillon. Qu'il aurait dû réagir. Qu'il aurait dû dire quelque chose quand Gisèle avait pendu ce badge. Qu'il s'était comporté comme un lâche. Je l'invitai à monter. Nous nous assîmes dans mon petit salon, face à face, séparés par des mois de silence et de blessures. Bastien était le plus jeune, le plus sensible aussi, celui qui, enfant, venait me raconter ses cauchemars, qui restait avec moi dans la cuisine pendant que je préparais les repas, juste pour parler. Il avait grandi pour devenir un homme plus réservé, moins sûr de lui que Maëlle, moins ambitieux que Clémence. Mais il avait gardé quelque chose que les deux autres avaient perdu, une conscience qui le travaillait encore. Il m'expliqua qu'il n'avait pas osé me contacter plus tôt, qu'il avait peur de ma réaction, que Maëlle et Clémence l'avaient convaincu que j'étais devenue irrationnelle, que mon choix de vendre l'usufruit prouvait que j'avais perdu le sens des réalités. Mais quelque chose continuait de le hanter, l'image de moi assise sur ce tabouret, mon visage quand j'avais retiré le badge, le silence qu'il avait choisi. Je lui demandais pourquoi il venait maintenant. Qu'est-ce qui avait changé? Il sortit son téléphone et me montra une photo. Océane, sa fiancée, venait de rompre leur fiançailles. Pas pour une raison dramatique, simplement parce qu'elle avait réalisé qu'elle ne voulait pas épouser quelqu'un qui ne prenait jamais position, qui laissait toujours les autres décider, qui préférait la tranquillité au prix de sa propre intégrité. Ces mots, au prix de ta propre intégrité, l'avait frappé comme une gifle, et il avait immédiatement pensé à moi, à ce soir de réveillon, à tous les moments où il avait choisi le confort du silence plutôt que le courage de la parole. Je pris sa main. Elle tremblait légèrement. Je lui dis que je comprenais, que le courage n'était pas inné, qu'il se construisait, choix après choix, même quand ces choix étaient difficiles, même quand ils impliquaient de se dresser contre sa propre famille. Je lui parlais de Maison Agnès, de ce que je construisais, et je lui proposais quelque chose d'inattendu. S'il voulait vraiment changer, s'il voulait vraiment devenir l'homme qu'il aspirait à être, il pouvait m'aider. Pas financièrement, mais concrètement, en donnant de son temps, en utilisant ses compétences d'ingénieur pour superviser certains aspects techniques des rénovations, en étant présent non pas par obligation, mais par choix. Bastien accepta, et quelque chose se répara ce jour-là.
pas tout, mais assez pour que je comprenne que certaines relations pouvaient survivre à une tempête si elles étaient suffisamment enracinées dans l'authenticité. Bastien n'essaya jamais de me convaincre de réconcilier avec Maëlle ou Clémence. Il comprenait que certaines ruptures étaient nécessaires, que certaines distances devaient être maintenues pour que chacun puisse respirer. Mais il choisit de rester dans ma vie d'une manière nouvelle. Pas comme un fils qui attend quelque chose de sa mère, mais comme un adulte qui respecte une autre adulte et veut contribuer à quelque chose de significatif, mais apporta un développement que je n'avais pas anticipé. Maître Cortot m'informa qu'Isaline et Maëlle avaient consulté leurs propres avocats pour contester la vente de l'usufruit. Ils cherchaient des failles juridiques. Ils essayaient de prouver que j'avais agi sous influence, que Théo m'avait manipulé, que la transaction n'était pas valide. Renaud me rassura. Tout avait été fait dans les règles les plus strictes. Témoin indépendant. Évaluation officielle. Procédure notariale irréprochable. Leur tentative échouerait. Mais le simple fait qu'ils essaient révélait quelque chose d'important. Ils ne s'inquiétaient pas pour moi. Ils s'inquiétaient pour leur héritage, pour ce qu'ils considéraient comme leur dû. Je n'étais pas une mère qu'ils avaient blessée. J'étais un obstacle qu'ils devaient contourner. Cette révélation, aussi douloureuse soit-elle, acheva quelque chose en moi. Le dernier vestige d'espoir que peut-être, ils finiraient par comprendre, par regretter vraiment. Non pas parce qu'ils avaient perdu accès à la maison ou à l'argent, mais parce qu'ils avaient perdu quelque chose de bien plus précieux, une relation authentique avec quelqu'un qui les avait aimés inconditionnellement. Mais cet espoir était naïf. Certaines personnes ne regrettent pas ce qu'elles ont perdu. Elles regrettent seulement ce qu'elles ne peuvent plus exploiter. Début juin, Maison Agnès ouvrit ses portes symboliquement. Pas encore pour accueillir des résidentes. Les travaux n'étaient pas terminés. Mais pour une journée portes ouvertes, destinée à présenter le projet à la communauté locale. Plus de 100 personnes vinrent. Des femmes âgées qui s'identifiaient à l'histoire que Théo avait commencé à documenter. Des travailleurs sociaux intéressés par cette approche innovante. Des journalistes locaux. Même le maire de Chartres fit une apparition, intrigué par ce projet porté par une femme de 69 ans, sans aucune expérience préalable dans le domaine social. Je parlais ce jour-là devant une salle pleine. Je racontais mon histoire. Pas avec amertume, avec honnêteté. Le réveillon, le badge, le tabouret. La décision que j'avais prise de transformer cette humiliation en action. De ne pas rester victime, mais de devenir bâtisseuse. Je vis des larmes dans les yeux de certaines femmes présentes. Je vis aussi de la reconnaissance, parce que mon histoire n'était pas unique, elle était universelle. Combien de femmes, après une vie de dévouement, se retrouvent écartées? Combien sont invisibilisées par ceux-là, même qu'elles ont élevé? Combien portent en silence le poids de cette ingratitude, parce qu'elles croient qu'elles n'ont pas d'autre choix? À la fin de ma présentation, une femme s'approcha de moi. Elle devait avoir 75 ans, peut-être plus, avec des cheveux blancs coupés courts et des yeux d'un bleu perçant. Elle me serra la main et dit simplement « Merci. Merci de nous montrer qu'on peut encore avoir une vie après qu'ils nous ont jetés. » Ces mots me bouleversèrent, parce qu'ils capturaient exactement ce que Maison Agnès représentait. Pas la vengeance, pas la rancune, mais la possibilité de recommencer, de se redéfinir. De prouver que la valeur d'une personne ne dépend pas de ce que sa famille pense d'elle, mais de ce qu'elle choisit de faire de sa propre existence. Théo publia son premier article sur le projet dans un magazine régional début juillet. Le titre était simple mais puissant. Agnès Delorme, 69 ans, construit un refuge pour celles que leurs familles ont oubliées. L'article devint viral, du moins à l'échelle régionale. Des médias nationaux contactèrent Théo pour en savoir plus. Des femmes de toute la France m'écrivirent pour raconter leurs propres histoires, si semblables à la mienne qu'elles auraient pu être interchangeables. Certaines proposèrent des dons. D'autres offrirent leur temps comme bénévoles. Quelques-unes demandèrent simplement si elles pourraient, un jour, postuler pour une place à Maison Agnès. Ce succès médiatique inattendu atteignit également ma famille. Clémence m'envoya un message furieux, m'accusant de salir leur réputation publiquement, de transformer un conflit privé en spectacle médiatique.
d'utiliser l'histoire familiale pour me faire passer pour une martyre. Je ne répondis pas, parce qu'il n'y avait rien à dire. Elle ne comprenait toujours pas ou refusait de comprendre que ce projet n'était pas une attaque contre eux. C'était une affirmation de moi. Une déclaration que ma vie avait de la valeur au-delà de mon rôle de mère, de veuve, de grand-mère, que j'existais indépendamment de leurs besoins et de leurs attentes. Un matin d'août, je reçus un appel de Maël. Sa voix était différente, plus calme, presque humble. Il demanda si nous pouvions nous voir, juste lui et moi, sans Isaline, sans avocat, sans témoin. J'hésitais. Une partie de moi voulait refuser. Une autre, celle qui avait été mère pendant 40 ans, espérait encore qu'il avait vraiment changé. Je dis oui, mais imposais mes conditions, dans un lieu neutre, public, avec la possibilité pour moi de partir à tout moment si la conversation dérapait. Nous convînmes de nous retrouver dans un café près de la cathédrale, un mercredi après-midi. Il était déjà là quand j'arrivais, assis à une table au fond, 2 tasses de café déjà commandées. Il avait maigri. Ses traits étaient tirés et pour la première fois, je remarquais des fils gris dans ses cheveux châtains. Il se leva quand il me vit, maladroit, comme s'il ne savait plus comment se comporter avec sa propre mère. Nous nous assîmes face à face, le silence pesant entre nous comme un invité indésirable. Finalement, il parla. Il dit qu'il avait lu l'article de Théo, vu les réactions, compris l'ampleur de ce que j'avais construit, et que cela l'avait forcé à réfléchir, à vraiment réfléchir sur ce qui s'était passé, sur le rôle qu'Isaline avait joué, certes, mais surtout sur son propre choix de laisser faire. Il reconnut que le badge n'était pas une blague innocente, que le tabouret était une humiliation délibérée, que chaque décision prise ce soir-là avait eu pour but de me diminuer, de me rappeler que je n'étais plus centrale dans la dynamique familiale, et qu'il avait laissé tout cela se produire parce que, au fond, cela l'arrangeait. Ces mots me choquèrent par leur honnêteté brutale. Il continua. Il expliqua qu'Isaline était extrêmement ambitieuse, qu'elle voyait la maison de Chartres comme un symbole de réussite sociale, qu'elle voulait que leurs enfants grandissent dans cette propriété historique, qu'elle rêvait d'organiser des réceptions sophistiquées, de créer une image de famille établie et prospère, et que moi, vivant dans cette maison, utilisant mes droits d'usufruitière, j'étais un obstacle à cette vision. Pas intentionnellement, simplement en existant. Alors il avait choisi. Entre sa mère et ses ambitions, entre le respect et le confort. Et il avait choisi le confort. Je bus une gorgée de café. Il était froid. Comme cette conversation. Comme cette relation qui s'était fracturée de manière peut-être irréparable. Je demandai à Maël pourquoi il me racontait tout ça maintenant. Qu'est-ce qui avait changé? Il hésita longuement avant de répondre. Puis il admit quelque chose qui me glaça. Isaline avait fait une fausse couche 3 semaines plus tôt. Le bébé qu'elle brandissait comme argument moral, comme raison ultime justifiant la rénovation de la maison, n'existait plus. Et dans le chagrin qui avait suivi, Maël avait vu sa femme sous un nouveau jour. Il avait vu son obsession pour les apparences, sa capacité à manipuler les situations émotionnelles à son avantage, sa froideur calculée quand les choses ne se déroulèrent pas selon ses plans. Il ne remettait pas en question son mariage, pas encore, mais il commençait à remettre en question certains choix qu'il avait faits pour lui plaire. Je ressentis quelque chose d'inattendu à ce moment, de la tristesse. Pas pour moi, mais pour lui. Pour cet homme qui avait sacrifié son intégrité pour une image de perfection qui s'effritait maintenant. Je lui dis quelque chose que je pensais vraiment, qu'il n'était jamais trop tard pour choisir différemment, pour décider qui on voulait être, indépendamment des attentes des autres. Que j'avais fait ce choix à 69 ans, et que lui, à 42, avait encore largement le temps de se redéfinir, mais que ce choix devait venir de lui, pas pour me retrouver moi, pas pour réparer notre relation, qui peut-être ne se réparerait jamais complètement, mais pour lui-même, pour pouvoir se regarder dans le miroir et reconnaître l'homme qui lui faisait face. Nous nous séparâmes ce jour-là sans promesse, sans réconciliation spectaculaire. Juste une compréhension mutuelle que certaines choses avaient été cassées et que même si elles pouvaient être recollées, les fissures resteraient toujours visibles. Maël ne rejoignit pas Bastien dans son implication avec Maison Agnès.
Mais il arrêta les procédures juridiques. Il convainquit Isaline de laisser tomber. Et parfois, de temps en temps, il m'envoyait un message simple. « Comment vas-tu ? Pense à toi. » Des gestes minuscules, presque insignifiants, mais qui montraient qu'il essayait. À sa manière maladroite et limitée, il essayait. Septembre 2025 marqua un tournant. Maison Agnès accueillit officiellement ses premières résidentes. 5 femmes âgées, de 63 à 78 ans, toutes avec des histoires qui résonnaient douloureusement avec la mienne. Marguerite, 63 ans, mise à la porte par son fils et sa belle-fille après avoir accidentellement révélé une affaire extra-conjugale. Colette, 67 ans, exclue des réunions familiales après avoir refusé de prêter de l'argent pour le 3e commerce défaillant de son fils. Simone, 72 ans, placée contre son gré dans une maison de retraite médicalisée alors qu'elle était parfaitement autonome, simplement parce que sa fille voulait vendre son appartement. Chacune portait le poids d'une trahison familiale. Chacune avait cru que le dévouement maternel générait automatiquement de la gratitude. Chacune avait découvert, à ses dépens, que ce n'était pas vrai. Vivre avec elle transforma ma compréhension de ma propre histoire. Je réalisais que mon expérience n'était pas une anomalie, c'était un schéma. Un schéma qui se répétait à travers les générations, les classes sociales, les configurations familiales. Il y avait quelque chose de systémique dans la façon dont les femmes âgées étaient dévaluées, écartées, rendues invisibles. Comme si atteindre un certain âge annulait automatiquement toutes les contributions précédentes. Comme si devenir grand-mère signifiait renoncer à être soi-même. Nous organisions des dîners communs 3 fois par semaine, non pas par obligation, mais parce que nous découvrions le plaisir de partager un repas sans avoir à servir, à nettoyer, à s'assurer que tout le monde était satisfait avant de penser à nos propres besoins. Nous parlions de tout, de politique, de livres, de nos vies d'avant, de nos regrets, de nos espoirs pour ce qui restait. Marguerite avait été professeure de philosophie. Colette peignait, de magnifiques aquarelles qu'elle n'avait jamais osé montrer à sa famille par peur d'être jugée comme prétentieuse. Simone écrivait de la poésie. Toutes avaient des talents, des passions, des rêves qu'elles avaient mis de côté pour élever leurs enfants, soutenir leur mari, maintenir leur foyer. Et maintenant, libérées de ces obligations, elles redécouvraient qui elles étaient vraiment. Théo continua à documenter l'évolution de Maison Agnès, mais son rôle changea. Il ne fut plus seulement un observateur extérieur, il devint un membre à part entière de notre petite communauté improvisée. Il aidait Bastien avec les derniers travaux de rénovation. Il organisait des projections de films documentaires le vendredi soir. Il amenait parfois sa grand-mère Léonie, une femme pétillante de 82 ans qui avait divorcé à 70 ans et voyageait maintenant à travers l'Europe en camping-car. Léonie et nos résidentes s'adoraient immédiatement. Elle représentait ce que beaucoup d'entre elles n'avaient jamais osé être. Une femme âgée qui vivait exactement selon ses propres termes, sans s'excuser et sans permission. Un après-midi d'octobre, alors que nous prenions le thé dans le jardin de Maison Agnès, maintenant magnifiquement réaménagé avec des bancs en bois, des parterres de lavande et une petite fontaine, Marguerite me posa une question directe. Si je pouvais revenir en arrière, changerais-je quelque chose? Ferais-je des choix différents? Je réfléchis longuement. La réponse évidente aurait été oui. Oui, j'aurais dû poser des limites plus tôt. Oui, j'aurais dû exiger le respect au lieu de l'espérer. Oui, j'aurais dû reconnaître les signes d'exclusion progressive avant qu'ils ne deviennent une humiliation publique. Mais en y réfléchissant vraiment, je réalisais quelque chose de surprenant. Je ne changerais peut-être rien. Parce que chaque sacrifice, chaque déception, chaque moment où j'avais choisi le dévouement plutôt que l'affirmation personnelle m'avait amené exactement là où j'étais maintenant. Assise dans le jardin d'un projet que j'avais créé, entourée de femmes qui me comprenaient, construisant quelque chose de significatif qui survivrait longtemps après ma mort. Si j'avais été différente, plus dure, plus calculatrice, moins dévouée, je n'aurais probablement pas vécu cette humiliation. Mais je n'aurais pas non plus cette profonde compréhension de ce que signifie être invisible. Et sans cette compréhension, Maison Agnès n'existerait pas.
Cette pensée me réconcilia d'une certaine façon avec mon passé. Je ne le glorifiais pas. Je reconnaissais simplement que même les expériences les plus douloureuses peuvent, si on le choisit, devenir le terreau de quelque chose de nouveau. Que la souffrance n'est pas obligatoirement vaine si elle génère de la conscience et de l'action. Novembre apporta une surprise. Clémence me contacta. Pas avec colère cette fois, mais avec quelque chose qui ressemblait à de la vulnérabilité. Elle me demanda si nous pouvions nous voir, seul à seul, comme Maëlle l'avait fait des mois auparavant. J'acceptai, curieuse mais prudente. Nous nous retrouvâmes dans le même café près de la cathédrale. Elle avait changé. Ses cheveux, habituellement impeccablement coiffés, étaient attachés simplement en queue de cheval. Elle portait un jean et un pull, pas les tenues professionnelles strictes qu'elle affectionnait. Et surtout, elle avait l'air fatiguée, profondément fatiguée. Elle commença par s'excuser. Pas de manière générique, mais spécifiquement. Pour le badge. Pour ne pas avoir réagi. Pour avoir participé activement à mon exclusion en réorganisant les traditions familiales autour d'Isaline plutôt qu'autour de moi. Elle expliqua que pendant des mois, elle avait rejeté toute responsabilité. Elle s'était convaincue que j'avais surréagi, que j'étais devenue amère et irrationnelle. Mais quelque chose avait changé récemment. Son mariage avec Julien traversait une crise sérieuse. Ses enfants, maintenant adolescents, commençaient à la traiter avec le même mélange de tolérance polie et d'indifférence qu'elle-même avait montré envers moi. Et pour la première fois, elle ressentait ce que j'avais ressenti. L'invisibilité. L'impression d'être utile, mais pas importante. Présente, mais pas essentielle. Cette prise de conscience l'avait brisée. Elle dit, la voix tremblante, qu'elle comprenait maintenant ce qu'elle m'avait fait. Que ce n'était pas juste une soirée désagréable. C'était l'accumulation de centaines de petits choix où elle m'avait mise en second, en troisième, en dernier. Où elle avait priorisé son confort, sa carrière, ses propres enfants, au point de m'effacer complètement. Et qu'elle était désolée. Profondément, sincèrement désolée. Je l'écoutais sans l'interrompre. Quand elle termina, je lui pris la main. Elle était froide, tremblante. Je lui dis quelque chose que je pensais vraiment, que je lui pardonnais. Pas parce que ce qu'elle avait fait était acceptable, mais parce que porter la rancune ne servait qu'à m'empoisonner moi-même. Que le pardon n'était pas pour elle. C'était pour moi. Pour ma propre paix intérieure. Mais je lui dis aussi quelque chose de difficile. Que le pardon ne signifiait pas l'oubli. Que notre relation ne reviendrait jamais à ce qu'elle était. Que la confiance, une fois brisée, se reconstruisait lentement, pierre par pierre, et que je ne savais même pas si j'avais l'énergie ou le désir de la reconstruire complètement. Clémence pleura. De vrais sanglots, pas les larmes polies et contrôlées qu'elle m'avait montrées lors de la réunion chez Maëlle. Elle dit qu'elle comprenait. Qu'elle ne demandait pas que tout redevienne comme avant, qu'elle demandait juste une chance, une possibilité de me prouver qu'elle avait vraiment changé. Je répondis que le temps le dirait, que les actions comptaient plus que les paroles, qu'elle était la bienvenue pour me montrer concrètement qui elle voulait devenir, mais que je ne ferais aucune promesse. Nous nous séparâmes ce jour-là dans un état étrange, pas réconciliés, mais pas totalement séparés non plus, dans une sorte de zone intermédiaire où le futur restait incertain, mais potentiellement ouvert. Décembre arriva avec son cortège de froid et de lumière festive. Chartres s'illuminait pour Noël, la cathédrale projetant ses spectacles lumineux qui attiraient des milliers de visiteurs. Maison Agnès organisa sa propre célébration modeste, un réveillon commun, simple, sans prétention. Marguerite cuisina, Colette décora. Simone écrivit un poème qu'elle lut à voix haute, les yeux brillants d'émotion. Bastien vint avec Élise, une femme qu'il avait récemment rencontrée et qui partageait ses valeurs d'authenticité et d'engagement. Théo était là aussi, bien sûr, avec Léonie qui monopolisa les conversations avec ses histoires de voyage hilarantes. Ce soir-là, assise à une table, entourée de personnes qui me respectaient vraiment, qui me voyaient vraiment, je réalisais quelque chose de fondamental. J'avais passé 43 ans à construire une famille par le sang. Et cette famille m'avait en grande partie abandonné. Mais maintenant,
À 69 ans, j'étais en train de construire une famille par choix. Une famille composée de personnes qui partageaient mes valeurs, qui comprenaient ma douleur, qui voulaient contribuer à quelque chose de plus grand qu'elle-même. Et cette famille-là, même si elle ne portait pas mon nom, même si elle n'avait aucun lien biologique avec moi, était infiniment plus solide que celle qui m'avait trahi. À minuit, nous levâmes nos verres. Pas pour le nouvel an, nous étions encore à Noël, mais pour nous-mêmes, pour notre courage collectif, pour avoir survécu à nos propres familles, pour avoir trouvé la force de recommencer. Marguerite proposa un toast, aux femmes qui refusent de disparaître. Nous trinquâmes, et dans ce geste simple, il y avait quelque chose de révolutionnaire. Parce que chacune de nous, à sa manière, avait été poussée vers l'invisibilité, et chacune de nous, à sa manière, avait refusé d'y consentir. Les jours suivants, je reçus plusieurs messages. Un de Maëlle, bref mais sincère. « Joyeux Noël, maman, je pense à toi. » Un de Clémence, plus long, racontant comment elle avait commencé une thérapie pour travailler sur ses propres schémas relationnels. Un de Bastien, joyeux, accompagné d'une photo de lui et Élise devant le sapin. Et même un de Gisèle, ma sœur, qui s'excusait maladroitement pour son jugement hâtif et disait qu'elle aimerait visiter Maison Agnès quand je serais prête à la recevoir. Je répondis à chacun, poliment, sans rancune, mais sans promesse excessive. Parce que j'avais appris quelque chose d'essentiel pendant cette année bouleversante. Le pardon était possible, mais la réconciliation ne se décrétait pas. Elle se construisait, lentement, prudemment, et parfois elle n'arrivait jamais complètement. Et c'était acceptable, parce que ma valeur ne dépendait plus de leur validation. Ma vie ne tournait plus autour de leurs besoins. J'existais indépendamment d'eux, pleinement, dignement, librement. Le 31 décembre 2025, exactement un an après le réveillon qui avait tout déclenché, je me retrouvais à nouveau entouré de gens pour célébrer le passage à la nouvelle année. Mais cette fois, tout était différent. Pas de tabouret, pas de badge, pas de regard détourné ou de silence complice. Juste une table où chacun avait sa place, où chacun était vu, entendu, valorisé, où le respect n'était pas quelque chose qu'on espérait. C'était la fondation même de notre présence commune. À minuit, alors que les feux d'artifice illuminaient le ciel de Chartres, Théo me demanda ce que j'avais appris de tout ça. De cette année qui m'avait transformée de mère invisibilisée en fondatrice respectée. Je réfléchis un long moment avant de répondre. Puis je dis quelque chose qui me sembla capturer toute la complexité de ce que j'avais vécu. J'ai appris que le respect ne se mérite pas par le sacrifice, qu'on peut tout donner et ne rien recevoir en retour, que les gens qu'on aime peuvent nous blesser profondément, parfois intentionnellement, parfois par simple indifférence. Mais j'ai aussi appris qu'on a toujours le choix de rester dans des situations qui nous diminuent ou de les quitter, le choix d'accepter l'inacceptable ou de tracer de nouvelles frontières, le choix de se définir par ce qu'on a perdu ou par ce qu'on construit. Et ce choix-là, personne ne peut nous le retirer. Jamais. Théo sourit et leva son verre vers moi. À Agnès Delorme, dit-il, qui a repris sa place en créant un endroit où personne n'a plus à se battre pour en avoir une. Nous trinquâmes. Et dans ce geste, dans cette soirée, dans cette vie que je m'étais reconstruite pierre après pierre, il y avait quelque chose d'essentiel. Une leçon que j'espérais que d'autres femmes, celles qui me ressemblaient, celles qui se sentaient invisibles, écartées, oubliées, pourraient entendre et retenir. On ne peut pas contrôler comment les autres nous traitent, mais on peut toujours contrôler comment on se traite soi-même. On peut toujours choisir de se respecter, même quand personne d'autre ne le fait. On peut toujours décider que notre vie a de la valeur, indépendamment de ce que notre famille en pense. Et parfois, ce choix-là, ce simple choix de se tenir debout et de dire « je mérite mieux », change tout. Parce que le respect ne se mendie pas. Il se construit, d'abord en soi, puis dans les relations qu'on choisit de cultiver. Et quand il manque dans celles qu'on croyait essentielles, on a toujours l'option d'en créer de nouvelles, de recommencer, de redéfinir ce que famille signifie vraiment. Je regardais autour de moi. Marguerite riait avec Léonie.
Colette montrait à Bastien et Élise des croquis pour une nouvelle série de peintures. Simone lisait à voix basse un nouveau poème à un petit groupe attentif. Toutes ces femmes, toutes ces histoires, toutes ces vies qui avaient été mises de côté, ignorées et dévaluées, et qui maintenant fleurissaient dans cet espace que nous avions créé ensemble. Maison Agnès n'était pas juste un bâtiment, c'était une déclaration, une preuve vivante que même après avoir été jetée, même après avoir été réduite à l'invisibilité, même après que nos propres enfants nous aient tourné le dos, nous pouvions encore nous lever, encore construire, encore importer, encore avoir une vie qui valait la peine d'être vécue. Une vie définie par nos choix, pas par les attentes des autres. Et tandis que les derniers feux d'artifice s'éteignaient dans le ciel nocturne, je sus avec une certitude absolue que cette nouvelle année serait différente. Parce que je n'étais plus celle qui attendait qu'on lui donne une place à la table. J'étais celle qui construisait de nouvelles tables. Pour moi. Pour toutes celles qui, comme moi, avaient compris que la dignité ne se négocie pas, qu'elle s'impose, qu'elle se vit, qu'elle se transmet. Ce n'était pas la fin de mon histoire. C'était son nouveau début. Un début où enfin j'avais ma place. Non pas celle qu'on m'accordait par pitié, mais celle que j'avais créée avec mes propres mains, avec mon propre courage, avec ma propre volonté de ne plus jamais accepter d'être diminuée. Et cela, personne ne pourrait me le reprendre. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Auriez-vous eu le courage de vous lever de ce tabouret ridicule? Auriez-vous trouvé la force de retirer ce badge humiliant devant toute votre famille? Ou auriez-vous baissé la tête, souri poliment, et accepté ce nouveau rôle qu'on vous imposait, celui de la vieille dame qu'on tolère par obligation? Je pose cette question parce que je sais que beaucoup d'entre vous, qui m'écoutez en ce moment, ont vécu quelque chose de similaire. Peut-être pas exactement de la même façon, peut-être pas avec un badge ou un tabouret, mais cette sensation d'invisibilité progressive, cette douleur silencieuse de voir ceux qu'on a tout donné, nous traiter comme si nous n'avions plus d'importance, je sais que vous la connaissez. Ce que j'ai vécu cette nuit-là n'était pas juste une humiliation passagère. C'était le point culminant de milliers de petits moments où j'ai choisi de me taire, de pardonner, de comprendre, de mettre les besoins des autres avant les miens. Et pendant toutes ces années, je croyais que ce sacrifice construisait de l'amour. Je croyais que cela générait du respect. Mais ce soir de réveillon m'a appris une vérité que j'aurais dû comprendre bien plus tôt. On ne peut pas gagner le respect en s'effaçant soi-même. Alors je veux savoir ce que vous ressentez après avoir entendu mon histoire. Est-ce que cela a réveillé quelque chose en vous? Est-ce que cela vous a rappelé un moment de votre propre vie où vous auriez dû vous lever, parler, exiger qu'on vous traite avec dignité? Ou peut-être êtes-vous encore dans cette situation en ce moment même, vous demandant si vous avez le droit de réclamer votre place, votre valeur, votre importance. Laissez-moi un commentaire. Racontez-moi votre histoire, même si elle est douloureuse. Dites-moi d'où vous m'écoutez, que ce soit de votre salon, de votre cuisine, de cette pièce qui est devenue votre refuge quand tout le reste semble vous échapper. Dites-moi si vous auriez fait comme moi ou si vous auriez choisi un autre chemin. Parce que vos mots, vos expériences, vos vérités, elles comptent, elles ont de la valeur et elles méritent d'être entendues. Ce que j'ai compris en construisant Maison Agnès, c'est que nous ne sommes jamais seuls dans notre douleur. Chaque femme qui m'a contactée après la publication de mon histoire portait en elle la même blessure, celle d'avoir été invisibilisée, écartée, diminuée par ceux qui auraient dû nous aimer le plus. Mais chacune portait aussi quelque chose de plus précieux, la capacité de se relever, de recommencer, de se redéfinir non par ce qu'on nous a retiré, mais par ce qu'on choisit de construire. Si cette histoire vous a touché, si elle a fait écho à quelque chose de profond en vous, je vous demande 2 choses. D'abord, abonnez-vous à cette chaîne, parce que mon histoire n'est pas la seule qui mérite d'être racontée. Il y a des milliers de femmes comme nous, qui ont vécu, survécu, et qui méritent qu'on les écoute. En vous abonnant, vous faites partie d'une communauté qui refuse le silence, qui refuse l'invisibilité, qui refuse d'accepter que notre valeur diminue avec l'âge.
Ensuite, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Votre sœur, votre amie, votre voisine. Cette femme que vous voyez parfois et dont vous sentez qu'elle porte un poids qu'elle n'ose pas nommer. Parce que parfois, tout ce qu'il faut pour qu'une femme trouve son courage, c'est de savoir qu'une autre avant elle a osé se lever. Je ne vous promets pas que ce sera facile. Ce que j'ai fait, vendre mon usufruit, créer Maison Agnès, accepter que ma relation avec mes enfants ne serait peut-être jamais réparée. Rien de tout cela n'était facile. Mais ce que je peux vous promettre, c'est que choisir sa propre dignité, même tard dans la vie, même après des décennies de sacrifices, c'est la décision la plus libératrice qu'on puisse prendre. Alors je vous le demande encore une fois, qu'auriez-vous fait? Commentez, partagez, abonnez-vous. Et surtout, rappelez-vous ceci. Tant que vous respirez, tant que votre cœur bat, il n'est jamais trop tard pour reprendre votre place. Pas celle qu'on vous donne par pitié, celle que vous créez avec vos propres mains, votre propre courage, votre propre refus d'être diminué. Merci de m'avoir écouté et surtout, merci de vous être écouté vous-même.